Les nuages de pluie planaient bas sur Missoula, Montana, plongeant la petite ville dans une lumière grise et mélancolique. Le vent transportait l'odeur de l'herbe humide et du bois de pin à travers les rues, tandis que moi, Michael Weber, étais assis dans un coin du Blue Mountain Café, l'un de ces endroits qui sentaient le bois ancien, le café fraîchement moulu et une touche de temps révolu. Les néons clignotaient doucement et les sièges en vinyle usé grinçaient à chaque mouvement. Ma fille Sophie, âgée de 6 ans, était assise en face de moi, plongée dans un livre de coloriage qu'elle faisait vivre avec des crayons de couleur. Ses petits doigts se déplaçaient avec un soin qui ne cessait de m'émerveiller. Depuis la mort de ma femme Lisa 3 ans plus tôt, Sophie était la lumière de mes jours, une encre dans un monde qui semblait souvent trop lourd. En tant qu'ancien soldat ayant servi en Afghanistan, je savais comment survivre, mais Sophie m'apprenait comment vivre. Ses yeux bleus pleins de curiosité et d'innocence me rappelaient pourquoi je me levais chaque matin, même si les cicatrices de la guerre et de la perte résonnaient encore en moi. Ce soir-là, le café était à moitié vide. Seuls quelques habitués étaient dispersés aux tables, leurs conversations, un murmure discret sous le cliquetis des couverts et des assiettes. La pluie tambourinait doucement contre les grandes fenêtres, un rythme presque apaisant comme un battement de cœur remplissant le silence. Je sirotais mon café désormais froid, observant le monde autour de moi. Mes mains rugueuses des années de travail dur et de guerre reposaient sur la table, tandis que j'essayais de laisser derrière moi les souvenirs des batailles passées. Mais le passé a une manière de s'infiltrer dans le présent, surtout lors de soirées comme celle-ci, lorsque le monde dehors était humide et froid, et que la chaleur du café semblait une étreinte. J'avais fréquenté ce café souvent ces derniers mois, non seulement pour la nourriture, mais parce que c'était un endroit où Sophie et moi nous sentions en sécurité, un lieu où le monde semblait s'arrêter un instant. Puis, mon regard s'est posé sur elle, une jeune serveuse qui se déplaçait entre les tables avec une grâce mêlée d'épuisement. Son badge brillait dans la lumière tamisée, Anna. Elle avait peut-être la mi-vingtaine, avec des cheveux bruns foncés rassemblés en une tresse lâche sur son épaule. Ses yeux d'un brun chaleureux portaient une fatigue qui ne venait pas seulement des longues heures de travail, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose que je reconnaissais de mes années de guerre, le poids que l'on porte lorsqu'on doit prouver au monde qu'on est fort. Elle souriait aux clients, apportait des assiettes fumantes de burgers, de frites et de tartes aux pommes, mais ses mains tremblaient légèrement en remplissant une cafetière. C'était un petit geste que seul quelqu'un ayant appris à prêter attention aux détails, comme je l'avais fait en mission, pouvait remarquer là où un faux pas pouvait tout changer. Anna avait quelque chose qui me rappelait Lisa, une force silencieuse cachée derrière un sourire doux, comme si elle voulait convaincre le monde par sa gentillesse qu'elle ne s'effondrerait pas. Soudain, une voix profonde et autoritaire trancha l'ambiance du café comme un vent froid. « Anna, assieds-toi. » Les mots venaient d'un homme en costume sombre impeccable, assis à une table près du comptoir. Son manteau coûteux était posé sur le dossier de la chaise et une montre en or brillait à son poignet, un signe de richesse qui semblait déplacé dans ce café simple. Il n'appartenait pas à cet endroit, pas à ce café avec ses tables usées, l'odeur de graisse de friture et les vieilles mélodies de jukebox jouant doucement en fond. Sa posture, sa façon de bouger dégageaient une autorité et quelque chose de plus sombre, de contrôlant qui rendait l'air lourd. Anna se figea ses doigts, serrant le plateau qu'elle tenait comme s'il était un bouclier pour la protéger. « Père, s'il te plaît, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible mais pleine d'émotion, de la peur mêlée d'une étincelle de défi qui brillait dans ses yeux. « Pas ici. » Le mot « père » me frappa comme un coup.
J'avais vu assez d'hommes puissants dans ma vie, ceux qui pensaient que le monde leur appartenait, et cet homme en faisait partie. J'avais lu des articles sur des gens comme lui, des entrepreneurs milliardaires, qui déplaçaient leurs enfants comme des pions sur un échiquier, façonnant leur vie selon leurs propres règles. Ses yeux froids et perçants fixaient Edana comme s'il voulait la forcer à céder par la seule force de son regard. « Tu m'as assez humilié », dit-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame coupant le silence. « Rentre à la maison. » Ce jeu joué à la serveuse, c'est fini. Les yeux d'Anna se remplirent de larmes, et pendant un instant, elle regarda autour d'elle comme si elle espérait que quelqu'un intervienne. Mais personne ne le fit. Le cuisinier derrière le comptoir continua de polir ses poêles comme si de rien n'était. Les autres clients fixaient leurs assiettes ou leurs tasses, le taille comme s'ils pouvaient ignorer l'attention. Personne ne voulait se confronter à un homme qui dégageait le pouvoir comme un parfum coûteux emplissant la pièce. Sophie tira sur ma manche ses petits doigts doux mais fermes. « Papa. » « Elle a peur, » murmura-t-elle, ses yeux bleus écarquillés alors qu'elle regardait Anna. Ces mots, si innocents et pourtant si lourds, me touchèrent profondément comme un écho d'une époque où j'avais affronté des hommes en uniforme sans pitié. Je regardais ma fille, ses boucles tombant sur son visage, puis Anna qui reculait d'un pas, alors que son père se levait dominant de toute sa hauteur. « Tu regretteras de me défier, » siffla-t-il, ses mots venimeux et froids. Avant que je ne m'en rende pleinement compte, sa main jaillit et saisit son poignet, ses doigts s'enfonçant dans sa peau, et un gémissement étouffé s'échappa d'elle, un son qui me traversa de part en part. Ce fut le moment où le soldat en moi se réveilla, le père en moi. Je repoussai ma chaise, le grincement strident du métal sur le sol, en linoléum résonnant dans le café comme une alarme. Tous les regards du Scridia se tournèrent vers moi alors que j'avançais vers eux d'un pas calme mais décidé. Mon cœur battait régulièrement comme toujours face au danger, mais cette fois, il ne s'agissait pas de moi. Je crois que la jeune femme a clairement dit qu'elle ne veut pas partir avec vous, dis-je ma voix calme mais tranchante, comme un couteau coupant la tension. L'homme se tourna, ses yeux se plissèrent, alors qu'il me jaugeait comme si j'étais un insecte qu'il pouvait facilement écraser. « Et qui diable es-tu » demanda-t-il, sa voix pleine de mépris, comme si ma présence était une insulte. « Juste un père, » répondis-je, faisant un pas de plus soutenant son regard sans ciller. « Qui apprend à sa fille ce que signifie défendre quelqu'un qui a peur. » Il rit un son amer et crut qu'il résonna dans la pièce, mais je vis la colère dans ses yeux, la manière dont sa façade vacilla un instant. « Tu n'as aucune idée de qui je suis, » dit-il, ses lèvres se tordant en un sourire qui était plus une menace qu'un amusement. « Peut-être pas, rétorquai-je ma voix calme, mais inflexible, comme l'acier que j'avais autrefois porté. Mais je sais ce que je vois un homme qui a oublié comment aimer sa fille. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent, une expression de surprise et de douleur traversa son visage alors que mes mots emplissaient toute la pièce. L'homme, son père, devint rouge, les veines de ses tempes saillant comme des câbles sous tension. « Ça ne te regarde pas, » cracha-t-il, sa voix plus forte, comme pour rappeler à tout le café qui commandait ici. « Elle est ma fille. Elle vient avec moi. » Il tira sur son bras, essayant de l'entraîner vers la porte, mais j'étais plus rapide. Je me plaçais entre eux, ma posture détendue mais prête comme je l'avais appris en mission où chaque mouvement comptait. « Pas ce soir, » dis-je doucement, mes yeux fixés sur les siens. « On ne peut pas acheter le respect, et encore moins forcer l'amour. » Pendant un instant, l'air du café sembla se figer comme si le temps lui-même retenait son souffle.
Un homme imposant, probablement un garde du corps, sortit de l'ombre dans un coin, sa main sur sa ceinture, prête à intervenir. Mais je ne bronchais pas. Mes vieux instincts étaient éveillés, concentrés, prêts, comme à l'époque où je patrouillais, dans des rues poussiéreuses où chaque seconde pouvait être une question de vie ou de mort. « Veux-tu vraiment faire ça devant une enfant ?» demandai-je, hochant la tête vers Sophie, qui, assise dans notre box, ses grands yeux effrayés et son lapin en peluche dans les bras. Cela le fit hésiter juste un instant, mais ce fut suffisant. Anna se dégagea et recula derrière moi, sa respiration rapide et tremblante, comme si elle venait de se réveiller d'un cauchemar. « Merci », murmura-t-elle, sa voix brisée, comme si elle n'avait pas utilisé ce mot depuis des années. « Tu ne sais pas ce que tu as fait. »« Je n'ai pas besoin de savoir, » répondis-je doucement, sans détourner les yeux de son père. Tant que c'était la bonne chose à faire. Son père ajusta son costume, ses yeux brûlants de rage, alors qu'il nous regardait toutes les deux. « Tu le regretteras, » dit-il, sa voix, un serment venimeux qui flottait dans l'air comme un nuage sombre. Puis il se retourna et partit la pluie, engloutissant ses pas, alors que la clochette de la porte du café tintait et qu'il disparaissait dans la nuit. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le cuisinier s'éclaircit la gorge comme si rien ne s'était passé, et les autres clients se tournèrent à nouveau vers leur repas, comme si la tension dans la pièce s'était dissipée. Anna restait là tremblante, ses yeux fixés sur le sol, comme si elle craignait que le monde la voie. Je pris ma veste et la posai sur ses épaules, le froid de la nuit semblant soudain s'infiltrer dans le café. « Tu es en sécurité maintenant, dis-je. Assieds-toi. Respire. » Elle essaya de parler, mais à la place des larmes, vinrent un silencieuse et inarrêtable coulant sur ses joues. Sophie descendit de notre box et enlaça la jambe d'Anna de ses petits bras. « Tout va bien, mademoiselle, » dit-elle de sa voix claire et innocente qui perça l'obscurité comme un rayon de soleil. « Mon papa sauve les gens. » Anna sourit à travers ses larmes, un sourire faible mais sincère qui illumina son visage. « Il l'a vraiment fait, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Nous nous assîmes ensemble, laissant le silence emplir la pièce, tandis que la pluie continuait de frapper les fenêtres. Anna me raconta par bribes comment son père contrôlait tout son travail, ses amis, ses décisions. Elle s'était enfuie il y a des mois, s'était construite une nouvelle vie à Missoula, sous un faux nom loin de son influence, mais il l'avait retrouvée. Elle parla des lettres qu'il lui avait envoyées, des appels qu'elle avait ignorés, et de la peur qui l'accompagnait chaque nuit, celle qu'un jour il se tiendrait devant elle comme ce soir. Lorsque la pluie s'atténua, je proposai de la ramener chez elle. Elle hésita, ses yeux scrutant l'obscurité dehors comme si elle s'attendait à voir son père tapis là. Finalement, elle hocha la tête et Sophie lui prit la main, alors que nous sortions comme si elles étaient de vieilles amies. Le vent était froid et les rues de Missoula brillaient sous la lumière des réverbères. En allant vers mon vieux pick-up, je sentis quelque chose remuer dans ma poitrine, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis la mort de Lisa. Peut-être de l'espoir, peut-être un sens. Je regardais Anna qui jetait un coup d'œil en arrière vers le café, les ombres de son père encore dans ses yeux, et je sus que ce n'était pas fini. Il reviendrait. Et s'il le faisait, il découvrirait que toutes les batailles ne se gagnent pas avec de l'argent. Certaines se gagnent avec le cœur. Les jours qui suivirent l'incident au Blue Mountain Café passèrent comme un rêve silencieux, mais la paix était trompeuse comme un voile fin qui pouvait se déchirer à tout moment. Missoula, Montana, reposait sous un ciel d'automne clair, les montagnes Bitterroot, au loin rougeoyant de teintes rouges et dorées, tandis que l'air sentait les feuilles sèches, les pins et une touche de gel à venir.
Moi, Michael Weber, étais assis sur la véranda de ma petite maison en périphérie, les vieilles planches de bois grinçant sous mon poids, alors que je prenais une gorgée de café encore fumant dans la fraîcheur de la nuit. Sophie, ma fille de 6 ans, jouait dans le jardin, son rire résonnant dans le silence, alors qu'elle vivait des aventures imaginaires avec son lapin en peluche, tantôt pirate, tantôt exploratrice, dans une jungle lointaine. Mais mes pensées étaient ailleurs lourdes, comme les nuages qui s'amoncelaient à l'horizon. Anna, la jeune serveuse que j'avais protégée de son père, vivait avec nous depuis cette nuit-là. C'était temporaire, avais-je dit, jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit sûr. Mais au fond de moi, je savais que la sécurité n'était pas si facile à trouver quand quelqu'un comme son père, un homme d'une richesse et d'une influence immense, était à ses trousses. Notre maison, une modeste demeure en bois à la peinture blanche écaillée et au toit qui fuyait par forte pluie, n'avait rien d'extraordinaire, mais c'était chez nous. Depuis la mort de Lisa 3 ans plus tôt, je l'avais rempli de souvenirs des photos de nous 3 au lac Flathead, où nous avions pêché des truites, les dessins colorés de Sophie accrochés au mur et le vieux rocking chair où Lisa s'asseyait autrefois un livre sur les genoux, chantant des chansons à Sophie. Anna dormait dans la chambre d'amis, une petite pièce avec un lit étroit, une table de chevet branlante et une fenêtre donnant sur les montagnes qui se dressaient comme des sentinelles sur Missoula. Elle était silencieuse, presque comme une ombre glissant dans la maison, mais sa présence apportait quelque chose de nouveau dans nos vies, quelque chose que je ne pouvais nommer. Sophie l'avait immédiatement adoptée. Chaque soir, elles s'asseyaient ensemble, Sophie racontant des histoires ou demandant à Anna de lui lire un livre pour enfants abîmés. Anna souriait, fit alors, et pendant un instant, la peur disparaissait de ses yeux bruns qui avaient vu tant de choses. Mais je voyais les ombres qui la poursuivaient, la manière dont elle sursautait lorsqu'une voiture passait trop lentement devant la maison ou lorsque le téléphone sonnait un bruit strident perçant le silence. Anna m'avait raconté davantage sur sa vie dans les moments calmes quand Sophie dormait et que nous étions assis à la table de la cuisine, chacun avec une tasse de thé aux herbes qu'elle avait préparée avec de la menthe poivrée et de la camomille cueillie dans le jardin derrière la maison. Elle s'était enfuie de Seattle il y a 7 mois, où son père Richard Voss, un magnat de l'immobilier, avec un empire s'étendant sur des villes entières, avait fait de sa vie une prison. Il décidait de ses amis, de ses vêtements, même de l'université qu'elle devait fréquenter, alors qu'elle rêvait d'une vie où elle pourrait choisir librement. « Je voulais juste être moi », avait-elle dit sa voix basse mais ferme comme une rivière, se frayant un chemin à travers la pierre. Alors j'ai changé de nom, je suis venu ici et j'ai pris le boulot au café. Je pensais qu'il ne me trouverait jamais, mais il l'avait trouvé, et la menace dans ses mots « tu le regretteras » planait sur elle comme un voile sombre, une ombre qu'elle ne pouvait secouer. Je savais ce que c'était que de vivre avec des ombres. En Afghanistan, j'avais appris que le danger ne disparaît jamais vraiment, il attend simplement tapi dans l'obscurité, prêt à ressurgir. Mes mains, qui avaient autrefois tenu des fusils, étaient désormais plus douces, marquées par le travail dans l'atelier où je réparais des meubles, mais les instincts étaient toujours là, vigilants et aiguisés. J'observais Anna qui essayait de se construire une nouvelle vie. Elle avait trouvé un emploi dans une petite librairie en centre-ville The Open Page, un magasin chaleureux avec des planchers grinçants, des étagères montant jusqu'au plafond et l'odeur du vieux papier et de l'encre. La propriétaire Margaret, une femme âgée aux boucles grises et au sourire rayonnant de chaleur, avait tout de suite aimé Anna. « Tu as un bon cœur », avait dit Margaret, lorsque Anna lui avait parlé de son amour pour les livres des romans qu'elle lisait en secret dans sa jeunesse lorsque son père dormait.
Là, parmi les pages d'histoire et d'amour et de recueils de poèmes, Anna semblait s'épanouir. Elle souriait davantage, ses épaules se détendaient, et parfois, elle fredonnait doucement, en rangeant les livres ou en conseillant tous les clients, sa voix douce comme le vent soufflant à travers les arbres. Mais je savais que son père n'abandonnerait pas un homme comme lui, habitué à tout contrôler. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes Bitterroot, peignant le ciel de rose et d'orange, je remarquai un SUV noir qui passait lentement devant notre maison. Il ne s'arrêta pas, mais sa manière de bouger était trop calculée, trop intentionnelle, comme un chasseur étudiant sa proie. Je me levai ma main instinctivement à ma ceinture, comme si je portais encore une arme, un réflexe d'une autre époque. Anna appelai-je doucement dans la maison. Elle sortit de la cuisine, un torchon à la main, et suivit mon regard par la fenêtre. Ses yeux s'écarquillèrent et elle pâlit comme si le sang s'était retiré de son visage. « C'est un de ces hommes, » murmura-t-elle, sa voix tremblante comme des feuilles dans le vent. « Il a toujours des gens qui travaillent pour lui. Ils observent. Ils attendent. » Je posai une main sur son épaule, ma voix calme mais ferme comme un roc dans la tempête. « Ils ne te feront rien ici. Pas tant que je suis là. » Mais la tension montait comme un orage se formant à l'horizon. 2 nuits plus tard, alors que la lune n'était qu'un mince croissant dans le ciel, j'entendis un bruit, un léger grattement à la porte de derrière, à peine audible, mais suffisant pour réveiller mes sens. Sophie dormait à l'étage, sa respiration régulière et paisible, mais Yana était réveillée, assise dans le salon, avec un livre qu'elle ne lisait pas vraiment ses doigts, nerveusement, arrachant les coins des pages. Je lui fis signe de rester silencieuse et me glissai vers la porte, mes pas inaudibles sur le vieux plancher en bois. Mon cœur battait calmement comme toujours face au danger, une habitude des années où chaque seconde comptait. À travers la petite fenêtre près de la porte, je vis une silhouette vêtue de sombre manipulant la serrure, une ombre dans la nuit. Sans hésiter, j'ouvris la porte d'un coup, et l'homme recula, surpris, ses yeux s'écarquillant un instant. Il était grand, le visage dénué d'émotion, avec une posture qui criait l'entraînement militaire. « Dégage, dis-je, ma voix basse mais tranchante, comme de l'acier coupant l'obscurité. Ou tu le regretteras. » Il leva les mains, comme pour se rendre, mais ses yeux disaient autre chose, un serment silencieux que ce n'était pas fini. « Ce n'est pas ton combat, soldat, dit-il, avant de disparaître dans l'obscurité, ses pas avalés par le vent. » Anna tremblait lorsque je revins dans la maison, ses mains serrant le livre comme une ancre. « Ils n'arrêteront pas, » murmura-t-elle, sa voix brisée, comme si les mots eux-mêmes la blessaient. « Il n'arrêtera pas. » Je m'assis à côté d'elle, les vieilles planches grinçant sous mon poids, et pendant un moment, le seul son fut le tic-tac de la vieille horloge au mur. « Alors nous devons être plus forts, » dis-je, ma voix ferme mais douce. « Tu n'es plus seule, Anna. Plus maintenant. » Cette nuit-là, je lui parlais de Lisa, comment elle m'avait appris que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais d'agir malgré la peur. Je lui racontais les nuits en Afghanistan où je pensais ne jamais rentrer chez moi, les lettres que j'écrivais à Lisa sans jamais les envoyer, et comment le souvenir de son rire et de la naissance de Sophie m'avait soutenu. Anna écouta ses yeux brillants dans la lumière faible de la lampe, et pour la première fois, je vis quelque chose comme de l'espoir dans son regard, une étincelle qui défiait l'obscurité. Les jours passèrent, et Anna devint plus courageuse comme une plante se tendant vers la lumière. Elle allait travailler à la librairie chaque matin, son pas plus assuré, ses yeux plus clairs. Sophie l'aidait en dessinant de petits dessins pour le magasin des images colorées de fleurs et d'animaux que Margaret accrochait au mur comme des œuvres d'art.
Tu es comme une tante, dit Sophie un jour à Anna, alors qu'elles étaient assises à la table de la cuisine, faisant des biscuits, de la farine sur leurs joues. Anna rit un rire clair et libéré, et je vis son visage s'illuminer comme si quelqu'un avait allumé une bougie dans son cœur. Mais la menace n'était pas terminée. Un après-midi, en allant chercher Sophie à l'école, je remarquai le même SUV noir qui nous suivait ses vitres teintées comme des yeux nous observant. Je tournai dans une rue latérale, puis une autre, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais mon estomac était noué un sentiment que je connaissais de la guerre lorsque l'ennemi était invisible mais proche. Je savais que Richard Voss n'était pas le genre d'homme à abandonner. Il avait les moyens, le pouvoir et l'arrogance de croire qu'il gagnerait toujours. Un soir, alors que nous étions assis, tous les trois, à la table, à manger des assiettes fumantes de spaghettis à la sauce tomate devant nous, Sophie demanda à papa « Pourquoi le papa d'Anna est si fâché ?» Sa question flotta dans l'air innocente et pourtant lourde comme du plomb. Je regardais Anna qui jouait avec sa fourchette, les yeux fixés sur son assiette, comme si elle redoutait la réponse. Parfois, dis-je prudemment, choisissant mes mots avec soin, les gens oublient que l'amour ne signifie pas posséder quelqu'un. Ils pensent qu'ils peuvent tout contrôler, mais ils ne peuvent pas. Anna leva les yeux, ses lèvres tremblaient, et pendant un instant je crus qu'elle allait pleurer. « Il pense qu'il me protège, dit-elle doucement, mais il me prend tout ce qui fait de moi qui je suis. » Sophie tendit sa petite main et la posa sur celle d'Anna, ses doigts petits mais chauds. « Tu es forte, dit-elle, sa voix claire comme un carillon perçant le silence. Et papa te protégera toujours. » Cette nuit-là, alors que Sophie dormait et qu'Anna était dans sa chambre, je m'assis sur la véranda, un vieux couteau de chasse à la main que je n'avais pas utilisé depuis des années, son manche usé mais familier. Le vent portait le hurlement lointain d'un coyote venant des montagnes, un son sauvage et libre. Je savais que la paix n'était qu'un souffle avant la tempête. Richard Voss reviendrait, et lorsqu'il le ferait, il ne viendrait pas seul. Mais j'étais prêt. Pour Sophie, pour Anna, pour la famille que nous devenions lentement sans la nommer. J'avais déjà tout perdu une fois quand Lisa était morte, et je ne laisserais pas cela se reproduire. La bataille n'était pas terminée, mais je savais que nous étions plus forts qu'ils ne le pensaient. Car certaines batailles ne se gagnent pas avec de l'argent ou du pouvoir, mais avec la volonté de se battre pour ce qui est juste pour les gens qui comptent. L'air d'automne à Missoula, Montana était frais et vif, portant l'odeur des feuilles mortes de l'herbe sèche et une touche de neige qui s'accumulait dans les montagnes Bitterroot. Les jours raccourcissaient le soleil, baignant la petite ville dans une lumière dorée qui faisait briller les toits des maisons en bois et projetait de longues ombres sur les rues. Moi, Michael Weber, était dans la cuisine de ma modeste maison, les mains autour d'une tasse de café dont la vapeur s'élevait dans l'air frais du matin. Sophie, ma fille de 6 ans, était assise à la table riante avec Anna, qui lui montrait comment plier des avions en papier qui volaient dans l'air comme de petits rêves. Les deux avaient développé un lien comme un fil invisible, fort et pourtant délicat comme les toiles d'araignée scintillant dans la lumière du matin. Anna vivait avec nous depuis des semaines, et bien que les ombres de son père Richard Voss planaient encore sur elle, elle avait commencé à construire une vie. Son travail à la librairie The Open Page lui donnait un ancrage, et la communauté de Missoula, avec ses voisins amicaux, ses petits gestes de chaleur et ses conversations par-dessus les clôtures, l'avait accueillie. Mais je savais que la paix ne durerait pas. Les hommes, comme Richard Voss avec leur richesse incommensurable et leur arrogance, n'abandonnaient pas lorsque leur fierté était blessée, pas lorsqu'ils pensaient non que le monde leur appartenait. La tension s'était intensifiée,
ces dernières semaines comme un orage se formant à l'horizon. Le SUV noir qui nous avait suivis réapparaissait parfois au loin, une tache sombre au bord de mon champ de vision parfois si près que je pouvais distinguer les silhouettes des hommes, à l'intérieur leurs visages cachés derrière des vitres teintées. J'avais appris à Anna à rester vigilante sans vivre dans la peur. « Fais attention aux détails », avais-je dit, ma voix calme mais ferme, comme je l'avais appris à la guerre, où un faux pas pouvait tout changer. Mais ne les laisse pas contrôler ton cœur. Elle hocha la tête, ses yeux bruns déterminés, mais je voyais l'effort que cela lui coûtait d'être courageuse chaque jour à nouveau. Sophie était son encre, son insouciance enfantine, une lumière qui tenait l'obscurité à distance. Un soir, alors que nous étions tous les trois dans le salon, un vieux jeu de société étalé devant nous, les dés cliquetant sur la table, Sophie demanda « Anna, pourquoi tu ne viens pas vivre avec nous pour toujours ?» Sa voix était claire, pleine d'espoir, et je vis Anna sourire, mais ses yeux étaient tristes, comme si elle craignait la réponse. « Je veux trouver ma propre maison », dit-elle doucement, sa main caressant les boucles de Sophie. « Mais vous êtes ma famille maintenant. » Le mot « famille » flotta dans l'air lourd et chaleureux comme une promesse, et je sentis quelque chose remuer dans ma poitrine, un sentiment que je n'avais pas autorisé depuis la mort de Lisa, la possibilité d'aimer à nouveau, non seulement en tant que père, mais en tant que quelqu'un qui laissait une autre personne entrer dans son cœur. Mais le passé a une manière de s'imposer dans le présent comme un invité indésirable frappant à la porte. Un soir, alors que les étoiles scintillaient au-dessus de Missoula et que le vent hurlait à travers les pins un son sauvage et libre, je vis des lumières devant notre maison. 2 SUV noirs étaient garés au bord de la route, leurs moteurs ronronnant doucement comme des prédateurs à l'affût. Je me levai, mon cœur battant calmement, mais mes sens aiguisés comme à l'époque où je patrouillais dans des rues poussiéreuses où chaque seconde pouvait compter. « Anna, dis-je doucement, ma voix à peine un murmure, reste avec Sophie. » Elle hocha la tête, ses mains tremblantes, alors qu'elle emmenait Sophie dans le salon où la petite jouait avec son lapin en peluche, ignorant le danger qui rôdait dehors. Je sortis sur la véranda, les vieilles planches grinçant sous mes bottes, et je le vis Richard Voss dans son costume impeccable, sa montre en or brillant sous la lumière du réverbère comme pour défier la nuit. Derrière lui se tenaient deux hommes grands et musclés, leurs visages durs comme la pierre, leurs yeux vigilants, prêts à obéir à n'importe quel ordre. « Tu penses pouvoir la cacher de moi? » « Soldat, dit-il, sa voix froide, mais contrôlée comme un homme habitué à ce que le monde se plie à sa volonté. » Ces mots étaient comme un coup, mais je restais droit, ma posture détendue, mais prête. « Elle n'est pas votre propriété, » répondis-je, ma voix calme mais inflexible comme l'acier que j'avais autrefois porté. « C'est votre fille. Commencez à agir comme un père. » Ses yeux se plissèrent, et pendant un instant, je vis quelque chose dans son regard, pas seulement de la colère, mais de la douleur profondément enfouie sous des couches de fierté et de pouvoir, un homme qui savait peut-être autrefois aimer, mais l'avait oublié. « Tu n'as aucune idée de ce que signifie protéger une famille, » dit-il, ces mots tranchants comme un couteau coupant le silence. « Elle m'appartient. » Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit derrière moi et Anna sortit sa posture droite, mais ses mains tremblantes, comme si elle rassemblait tout son courage. « Père, dit-elle, sa voix ferme, bien que j'entendisse la peur comme un léger tremblement qu'elle tentait de réprimer. « Je ne rentrerai pas. Je veux vivre ma propre vie. » Richard Voss rit un son amer et creux qui résonna dans la nuit froide comme pour se moquer des étoiles. « Ta propre vie, railla-t-il, ses lèvres se tordant en un sourire.
Tu penses que ce trou, cette librairie, cet homme, il me désigna d'un geste de mépris, peuvent t'offrir ce que je t'offre, la sécurité, la richesse, une vie digne de toi. Anna fit un pas en avant, ses yeux brillants d'une détermination que je n'avais jamais vue chez elle, comme un feu enfin libre de brûler. « Tu ne m'as jamais rien donné, dit-elle, sa voix brisée, mais défiant son regard, comme si elle le mettait au défi. Tu m'as donné des règles, du contrôle de la peur. Mais ici, j'ai la liberté. Et des gens qui ne m'aiment pas, parce qu'ils doivent, mais parce qu'ils le veulent. Hein. » Ces mots le frappèrent comme un coup, et pendant un instant je vis sa façade s'effriter, l'homme derrière le costume devenir visible, un père qui ne savait pas aimer, sans posséder un homme qui, dans sa quête de contrôle, avait tout perdu de ce qui comptait vraiment. Sophie apparut à la porte, serrant son lapin en peluche, ses yeux bleus grands et curieux, alors qu'elle observait la scène. « Les bons papas protègent sans faire peur, » dit-elle, sa voix petite mais claire, comme un carillon perçant le silence, une simple phrase qui frappa comme une flèche. Richard Voss la regarda, et quelque chose dans son visage changea, comme si les mots d'un enfant révélaient une vérité, qu'il ne voulait pas voir, une vérité plus profonde que toute sa richesse. Les hommes derrière lui semblaient incertains, leurs mains tressaillant, comme s'ils attendaient un ordre qui ne venait pas. « Tu as son courage, » dit-il finalement à Anna, sa voix plus douce, presque brisée, comme s'il réalisait pour la première fois ce qu'il avait perdu. « Je te l'accorde. » Il ajusta son costume, une dernière tentative de reprendre le contrôle, puis se retourna. « Ce n'est pas fini, dit-il, mais ces mots sonnaient creux comme un écho s'évanouissant dans la nuit. Les SUV s'éloignèrent de leur lumière, disparaissant dans l'obscurité, et le silence revint lourd, mais libérateur comme l'air après un orage. Anna s'effondra sur les marches de la véranda, ses épaules tremblant, alors que les larmes venaient silencieuses et inarrêtables, un flot libérant toute la peur et la douleur qu'elle avait portée si longtemps. Je m'agenouillai à côté d'elle, posant une main sur son épaule, ma touche douce, mais ferme. « Tu es en sécurité, dis-je. Tu as réussi. » Elle me regarda, ses yeux brillants au clair de lune, et un faible sourire perça à travers ses larmes. « Merci, murmura-t-elle. Sans toi et Sophie, je n'aurais pas pu. » Sophie grimpa sur ses genoux, enlaçant son cou de ses petits bras, et pendant un instant, nous trois formions une unité liée par quelque chose de plus fort que le sang, la confiance, le courage et le choix d'être là les uns pour les autres. Le vent porta le hurlement lointain d'un coyote, un son sauvage et libre, et je sus que nous avions créé quelque chose de plus fort que les menaces d'un homme comme Richard Voss. Les semaines passèrent et Anna s'épanouit comme une fleur s'ouvrant enfin à la lumière après un long hiver. Elle continuait à travailler à la librairie, où elle ne vendait pas seulement des livres, mais se partageait des histoires, parlait aux clients comme à des amis et renforçait la communauté autour d'elle. Elle organisa un événement à The Open Page, une soirée où elle collecta des fonds pour aider les jeunes à fuir des relations oppressantes, qu'il s'agisse de parents, de partenaires ou d'autres qui prenaient leur liberté. Margaret, la propriétaire, se tenait fièrement à ses côtés, ses boucles grises, dansant alors qu'elle accueillait la foule rassemblée dans la librairie. Les habitants de Missoula vinrent apportant des gâteaux et des histoires et écoutèrent les les mots d'Anna, pas toute son histoire, mais assez pour comprendre qu'elle était une combattante, une femme qui avait repris sa vie. Sophie et moi étions là applaudissant, alors qu'Anna parlait sa voix claire et forte, un phare pour d'autres cherchant leur chemin. Sophie avait peint une affiche colorée et pleine de cœurs et d'étoiles, suspendue au-dessus de l'entrée, et Anna l'appelait en riant ma petite artiste, tout en la prenant dans ses bras.
Un soir, alors que nous rentrions à pied de l'événement, les étoiles scintillant au-dessus de nous comme une mer de lumière, Sophie demanda à papa: « Pourquoi aidons-nous les gens ?» Sa question était si simple, si pure et pourtant si profonde que j'eus besoin d'un moment pour répondre. Je regardais Anna qui marchait à côté de nous, ses pas légers, comme si elle avait ôté un poids qu'elle avait porté pendant des années. « Parce que la vie est parfois dure, dis-je ma voix douce, mais ferme. Mais quand nous nous aidons les uns les autres, elle devient plus légère. Et parce qu'en sauvant quelqu'un, nous sauvons aussi une partie de nous-mêmes. » Anna sourit un sourire libre, insouciant le premier que je voyais chez elle, sans les ombres du passé dans ses yeux. « Vous m'avez sauvé, » dit-elle doucement, sa main prenant celle de Sophie, et pendant un instant, nous trois étions connectés, un trio marchant à travers l'obscurité, mais portant la lumière en nous. La leçon que nous avions tous apprise à travers cette période était claire et profonde. La liberté est un droit inaliénable que personne, pas même la famille, ne peut prendre. Le courage signifie se tenir debout pour soi-même et pour les autres, même lorsque la peur est grande comme une vague, menaçant de vous engloutir. Et la famille, ce n'est pas seulement le sang, ce sont les gens qui vous choisissent et qui se battent pour vous, qui vous aiment, sans vous posséder, sans vous façonner à leur guise. Anna trouva sa place à Missoula dans nos vies et nous devînmes une sorte de famille, non par hasard, mais et par le choix conscient d'être là les uns pour les autres. Richard Voss pourrait revenir un jour avec tout son argent et son pouvoir, mais il trouverait une Anna qui n'était plus celle qu'il voulait contrôler. Il rencontrerait un homme qui avait appris que les batailles les plus fortes se gagnent avec le cœur, pas avec des armes ou de la richesse. Et il verrait une petite fille dont les mots innocents étaient plus puissants que toute son influence, plus puissants que toutes ses menaces. Car en fin de compte, c'est l'amour véritable désintéressé, qui gagne chaque bataille qui chasse chaque obscurité.